Dans cette vidéo, je vais présenter la solution de l'examen de master session normale assainissement et régulation pour l'année universitaire 2018-2019. Cet examen est constitué de deux exercices. Dans le premier exercice, on considère le circuit électrique RC avec deux cellules RC. Dans la première question, on demande d'exprimer I1 en fonction de E et V1, V en fonction de I1 et I2, I2 en fonction de V1 et V, et V en fonction de I2. Deuxième question, avec les quatre équations précédentes, dresser le schéma fonctionnel correspondant. Troisième question, réduire le schéma obtenu à la forme canonique. Et la quatrième question, détermine la transmittance en boucle fermée. Exercice 2. Utilisant la méthode de Nyquist, étudie la stabilité du système dont la fonction de transfert en boucle ouverte est donnée par G de S égale S carré plus 5S plus 6 sur S à la puissance 3 facteur 2,5S plus 3. Alors, je vais vous présenter la solution. Et je commence par l'exercice 1. Première question, expression des équations. Alors, ici, dans la première expression, on demande d'exprimer I1 en fonction de E et V1. I1 en fonction de E et V1. I1, c'est le courant qui traverse R. Et donc, je peux l'exprimer comme étant E moins V1 sur R. C'est la différence des tensions, bien des différences potentiels aux bornes de R divisé par R. On désigne par I le courant qui traverse le condensateur C. Et donc, je peux écrire que I égale à I1 moins I2 est égal à 7 de 2V1 sur dt. Et je peux déduire V1. 1 sur C l'intégrale 1 moins I2 dt. Ensuite, I2 c'est le courant qui traverse R. Donc, je peux l'exprimer comme étant V1 moins V sur R. I2 c'est le courant qui traverse le deuxième condensateur de sortie. Et donc, il est exprimé par C de 2V sur dt, à partir de laquelle je peux déduire V, égale 1 sur C intégrale I2 dt. Donc, j'ai obtenu ici les quatre équations. I1 égale 1 moins V1 sur R, V1 égale 1 sur C intégrale I1 moins I2 dt, I2 égale V1 moins V sur R, et V égale 1 sur C intégrale I2 dt. Donc, ces quatre équations, je vais les utiliser pour dresser le schéma fonctionnel correspondant. Alors, on prend la transformée de la place de ces quatre équations. Transformée de la place de la première équation, donc I1 de S égale E de S moins V1 de S sur R, avec les variables I1 de S, E de S, V1 de S sont les transformées de la place des variables temporelles correspondantes. Transformée de la place de la deuxième équation donne V1 de S égale 1 sur CS facteur I1 de S moins I2 de S. Troisième équation donne I2 de S égale V1 de S moins V de S sur R. Et la quatrième équation, V de S égale 1 sur CS I2 de S. Donc, une fois que nous avons pris la transformée de la place de ces quatre équations, nous avons obtenu des quatre équations algébriques. On peut dresser le schéma fonctionnel correspondant. Pour la première équation, nous avons I1 égale 1 sur R facteur E moins V. Et donc, cette partie représente la première équation. Deuxième équation, V1 égale 1 sur CS facteur I1 moins I2. Donc, V1, il est là. C'est 1 sur CS facteur I1 moins I2. Et donc, la deuxième équation est représentée par ce schéma ici. Troisième équation, I2 égale V1 moins V sur R. I2, il est là. C'est 1 sur R facteur V1 moins V. Donc, cette partie du schéma représente la troisième équation. Et finalement, V égale 1 sur CSI2. V égale 1 sur CSI2. Ainsi, nous avons donc obtenu le schéma complet qui représente le fonctionnement du système. Maintenant, on désire faire la simplification à la forme canonique. Pour simplifier ce schéma à la forme canonique, on doit utiliser la règle de transformation. Alors, on peut utiliser comme première règle de transformation le déplacement d'un élément en amont d'un nœud. Donc,
on va déplacer cet élément-là et le placer avant le nœud ici. Donc cette transformation nous permet d'écrire ce schéma. Donc nous avons, avec cette transformation, on doit multiplier la deuxième branche qui est là par l'inverse de cette fonction de CS. Ici, nous avons deux éléments en cascade. Donc j'utilise la transformation correspondante, ce qui donne le schéma équivalent formé par le produit des fonctions de transfert. Donc 1 sur F ou 1 sur CS. Et on obtient ce schéma. Là, on peut aussi réduire ce bloc et utiliser la transformation correspondante, élimination d'une boucle de retour. Donc l'utilisation de cette règle de simplification nous permet d'écrire le schéma équivalent suivant. 1 sur 1 plus RCS, c'est la fonction de transfert équivalente de cette partie. À ce niveau-là, on peut utiliser une transformation, déplacer cet élément en amont de ce nœud. Déplacement d'un élément en amont d'un nœud. Donc l'utilisation de cette transformation nous permet d'écrire le schéma fonctionnel équivalent, comme pour un cas précédent, on doit multiplier la deuxième branche par l'inverse, 1 plus RCS. Donc là, nous avons deux éléments en cascade, ce qui donne le schéma fonctionnel correspondant de ces blocs 1 sur CS facteur 1 plus RCS. Là aussi, on peut réduire ce bloc ici et utiliser la transformation correspondante, élimination d'une boucle de retour, ce qui permet d'écrire le schéma fonctionnel équivalent. Comme dernière transformation, deux éléments ici qui sont en cascade. Et on obtient finalement le schéma fonctionnel à la forme canonique. Un seul élément dans la chaîne d'action, un seul élément dans la chaîne de route. Donc là, on peut calculer facilement la fonction transfert en boucle fermée. Si je désigne par cette fonction G1, cette fonction G2, la fonction transfert en boucle fermée, c'est simplement G1 sur 1 plus G1, G2. Il suffit de remplacer G1 et G2 par leurs expressions. Et donc, on trouve que la fonction transfert en boucle fermée, H, c'est G1 sur 1 plus G1, G2. On remplace G1 et G2 par les expressions, on trouve cette fraction ici. Maintenant, l'exercice 2. Dans cet exercice, nous avons la fonction transfert en boucle ouverte du système C G2S égale S carré plus 5S plus 6S à la puissance 3 facteur de 2,5S plus 3. On désire étudier la stabilité du système en boucle fermée en utilisant la méthode de Nyquist. Alors pour cela, on étudie tout d'abord les pôles de G2S. Donc, on peut facilement voir que les pôles de G2S sont 0 et moins 1,2, ce qui est donc que P est égal à 0, c'est-à-dire le nombre de pôles instables de G sont nuls. On peut factoriser G de S sous la forme, c'est-à-dire le numérateur, ici nous avons polynôme de second ordre, donc nous avons deux pôles, bien deux racines, moins 2 et moins 3. Et donc, je peux écrire ce polynôme sous la forme S plus 2 facteur S plus 3. Et donc, factoriser G sous cette forme ici. La factorisation a un avantage de ne pas se tromper pour le calcul de l'argument. Et donc, je calcule G de J oméga et je peux déduire le module et l'argument. Donc, le module et l'argument. Alors, on cherche les cas limites quand oméga tend vers 0 et quand oméga tend vers plus l'infini. Lorsqu'oméga tend vers 0 plus, le module de G tend vers plus l'infini, évidemment là, nous avons oméga à la puissance 3 sur le dénominateur. Donc ça donne plus l'infini lorsqu'oméga tend vers 0. Et lorsqu'oméga tend vers 0, pour l'argument,
Ça c'est tend vers 0, ça c'est tend vers 0, ça c'est tend vers 0, donc il reste moins 3 pi sur 2. Quand oméga tend vers plus l'infini, bien sûr, le module de G va tendre vers 0 et l'argument va tendre vers moins pi. Chaque terme arctangente va tendre vers moins pi sur 2. Donc on peut voir facilement que phi va tendre vers moins pi. Alors avec cette étude, on peut remarquer que lorsqu'oméga tend vers 0 plus, le module tend vers plus l'infini et phi, l'argument tend vers moins 3 pi sur 2. Donc le diagramme de Nyquist a bien une asymptote, une branche asymptotique qu'il faut déterminer. On détermine cette branche asymptotique en calculant la limite quand oméga tend vers 0 plus de la partie réelle de g de j oméga. Et donc on doit chercher la partie réelle de g de j oméga. Donc g de j oméga, je l'écris comme suit. On multiplie donc le numérateur par le conjugué du dénominateur. Le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Donc nous avons g de j oméga ici. En multipliant le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. On effectue le calcul du numérateur et on peut séparer la partie réelle de la partie imaginaire. Et donc déduire la partie réelle et la partie imaginaire de G. Donc la partie réelle de G est égale à moins 2,5 sur 9 plus 6,25 oméga carré. Et la partie imaginaire est donc par cette fraction. Alors on peut remarquer tout d'abord que ni la partie réelle ni la partie imaginaire c'est nul. Donc les deux termes ne sont pas nuls. Ils ne s'annulent pas quel que soit oméga, la rayon de 0 à plus l'infini. Et donc le diagramme de Nyquist ne traverse pas les axes, ni l'axe imaginaire ni l'axe réel. Lorsque oméga tend varie de 0 à plus l'infini. Alors on cherche la limite de la partie réelle. Donc la limite de la partie réelle de g de j oméga lorsque oméga tend vers 0 plus, c'est moins 2,5 sur 9 est égal à moins 0,2727. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de point de rencontre avec les axes, alors on peut tracer le diagramme de Nyquist. Donc on trace le diagramme de 0 plus à plus l'infini et on complète par symétrie par rapport à l'axe des abscisses le diagramme correspondant à pulsation négative de moins l'infini à 0 moins. Comme le diagramme de Nyquist doit être fermé, donc il faut lier 0 moins à 0 plus. Donc pour faire la jonction entre 0 moins et 0 plus du diagramme de Nyquist, on trace le contour d'exclusion de Nyquist. Lorsqu'on trace le contour d'exclusion de Nyquist, on exploite le théorème de Cauchy qui donne la relation entre le contour d'exclusion et le diagramme de Nyquist. La fonction de transfert G contient un pôle sur l'axe imaginaire 0. Donc nous avons un pôle triple pour G. Donc nous avons un pôle nul ici. C'est un pôle de G. Et par conséquent, le contour d'exclusion de Nyquist est formé par un demi-cercle de rayon infini englobant entièrement le demi-plan droit, plan complexe. Il est fermé par l'axe imaginaire en évitant le pôle à l'origine par un demi-petit cercle de rayon petit du côté droit. Et donc, nous avons le contour d'exclusion qui est en rouge ici. Alors, on peut analyser rapidement la relation entre ce diagramme de Nyquist et le diagramme le contour d'exclusion de Nyquist. Sur cette partie ici, S peut être écrit sous la forme J oméga avec oméga varie de 0 plus à plus l'infini. Et donc la partie correspondante sur le diagramme, c'est la partie qui correspond aux pulsations variant de 0 plus à plus l'infini. Si je reviens sur le diagramme, la partie correspondante est 0 plus à plus l'infini. Là, entre moins l'infini à 0 moins, c'est la partie correspondante aux pulsations négatives. Sur le diagramme de Nyquist, sur le diagramme d'exclusion, cette partie est correspondante à cette partie ici. S est égal à J oméga avec oméga varie de moins l'infini à 0 plus.
Lorsque S décrit le demi-cercle de rayon infini, on peut écrire que S est égal à R exponentielle Jθ avec R tend vers plus l'infini. Lorsque je remplace S par R exponentielle Jθ, on peut remarquer que G s'annule lorsque R tend vers plus l'infini, donc c'est la partie correspondante est projetée sur l'origine. Donc lorsque S décrit cette partie-là, demi-cercle de rayon infini, la partie correspondante sur le diagramme de Nyquist ne sort pas de l'origine. Donc il reste simplement le demi-petit cercle de rayon infiniment petit ici. Et donc, pour faire la jonction entre 0 moins 0 plus du diagramme de Nyquist, on considère le cas où S décrit le demi-cercle de rayon petit. Dans ce cas, on peut écrire que S est égal à R exponentielle J phi, avec petit r tend vers 0 et phi varie de moins pi sur 2 à plus pi sur 2. Alors, on écrit G de R exponentielle J phi. On remplace S par R exponentielle J phi. R tend vers 0. Donc, cette fonction-là, lorsque R tend vers 0, se comporte de la même manière que 2 sur R à la puissance 3 exponentielle moins J3 phi. Cette partie-là est négligeable devant 6. Cette partie est négligeable devant R, 6, devant 3 plutôt. Donc, 6 sur 3, c'est 2, il est là. Et nous avons ici R à la puissance 3 exponentielle moins J3 phi. On peut écrire, c'est 2 sur R à la puissance 3 exponentielle J phi. Et donc, le module de G de R exponentielle J phi, lorsque R tend vers 0, ça tend vers plus l'infini, et donc nous avons un diagramme qui décrit un rayon infini, avec un argument qui est de moins 3 phi. Et la variation de cet argument-là, elle est de 3 pi. N'oublions pas que le déphasage ici, petit phi, il varie de moins pi sur 2 à plus pi sur 2, donc une variation de pi. Par conséquent, la variation de l'argument de G de R exponentielle J phi lorsque R tend vers 0 et phi passe de moins pi sur 2 à plus pi sur 2, il varie de 3 pi. Donc, nous avons ici un cercle et demi. Et par conséquent, on peut déduire que la jonction de 0 moins à 0 plus du diagramme de Nyquist doit se faire par un tour et demi avec un rayon infini. Donc la jonction entre 0 moins et 0 plus du diagramme de Nyquist fait une variation donc de 3 pi avec un rayon infini. Et donc nous avons le diagramme complet de Nyquist suivant. Donc on complète le diagramme par cette partie qui est un cercle et demi de rayon infini. Voilà, on commence de 0 moins. Si nous avons un cercle de pi, et on continue avec un pi pour arriver à 3 pi. Le point critique se trouve dans cette zone ici. Et on peut remarquer que lorsque le diagramme de Nyquist varie de moins l'infini à plus l'infini, on peut suivre le diagramme de Nyquist de moins l'infini à plus l'infini. Et on peut remarquer que le diagramme fait 2 tours dans le sens horaire. Et donc n est égal à moins 2. On déduit que z est égal à 2. Donc il y a deux pôles instables en boucle fermée, ce qui conduit à la conclusion que le système bouclé est instable. Comme ça, la solution est terminée. À une prochaine vidéo avec une autre solution d'un autre examen.